Adrien Rode est enseignant-chercheur à l'université de Versailles. Ses recherches portent principalement sur la construction des nations postcoloniales en Océanie et il est notamment le coordinateur ou co-directeur de l'ouvrage Vous avez dit Pacifique, publié récemment en 2022. Donc Adrien, même exercice, 25 minutes. Oui, ça marche. Oui, ça fonctionne. Merci. Je vais essayer de me tenir à ce temps, de pas dépasser les 20-25 minutes. Alors, est-ce que ça fonctionne, ça? Oui. Alors, comment je fais pour aller en arrière? Voilà, c'est bon. Alors, je vais prendre en fait le même point de départ que celui évoqué par Fabrice Armenès, puisqu'on en a beaucoup parlé en France, hein, la signature en 2016, ça commence à remonter un tout petit peu, d'un contrat d'achat par l'Australie de 12 sous-marins de construction française pour une somme assez colossale. Hein. Initialement, ça devait être 34 milliards d'euros, comme l'a rappelé Fabrice. Ça s'est monté ensuite à environ 56 milliards d'euros. Et ensuite, la rupture brutale de ce contrat par le gouvernement australien il y a 2 ans ont contribué à faire prendre connaissance en France des inquiétudes que l'Australie a vis-à-vis de l'expansion, de l'influence de la Chine, de l'expansion parfois assez agressive de l'influence de la Chine dans la région que l'on appelle Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique. D'autant que c'est l'accroissement très net des tensions entre Pékin et Canberra à partir de 2019, et j'y reviendrai un petit peu dans le détail. Donc là, on est 3 ans après la signature du contrat avec la France. C'est cet accroissement des tensions entre l'Australie et la Chine qui a été invoqué implicitement par le gouvernement australien comme étant la raison pour changer de fournisseur pour ces sous-marins. Le gouvernement australien a expliqué simplement que ses besoins avaient évolué. Alors, la défaite de ce gouvernement conservateur australien il y a un petit peu moins d'1 an, hein, aux élections de mai 2022, et l'arrivée au pouvoir donc des travaillistes, hein, c'est-à-dire du parti de centre-gauche en Australie, a permis un certain réchauffement des relations franco-australiennes. Hein, Madame l'ambassadrice l'évoquait justement, mais c'est ce que je vais essayer de démontrer, n'a pas bouleversé les grandes lignes de la politique étrangère australienne de ces dernières années. Alors, en raison du déclin de la puissance, du rôle dans le monde du Royaume-Uni, la défense de l'Australie face aux menaces potentielles venues d'Asie dépend des États-Unis depuis 1942, hein, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale et la menace que présentait alors le Japon. Cette dépendance a ensuite été pérennisée par la signature en 1951 de l'accord ANZUS, du traité ANZUS, qui a formalisé donc une alliance trilatérale entre l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, donc un accord de défense réciproque de ces 3 pays, qui est encore en vigueur aujourd'hui, hein, entre l'Australie et les États-Unis. À la fin des années 60, le Royaume-Uni a vraiment renoncé à son rôle de grande puissance sur la scène internationale, principalement parce que le gouvernement britannique est arrivé à la conclusion qu'il était beaucoup trop coûteux d'être une très grande puissance ou de tenter de le demeurer. Et ça a signifié, par exemple, la fermeture de bases militaires britanniques à travers le monde, et notamment en Asie. Et ça a été suivi, comme vous le savez, par l'entrée du Royaume-Uni dans ce qui était alors la Communauté économique européenne en 1973. Alors ça a eu des conséquences très concrètes pour l'Australie. Par exemple, les Australiens, comme d'autres citoyens du Commonwealth, ont perdu à ce moment-là, au début des années 70, leur droit à migrer librement vers le Royaume-Uni. Et ils ont surtout, avec donc l'entrée du Royaume-Uni dans la CE, perdu l'accès préférentiel qu'ils avaient au marché britannique pour leurs exportations. Donc, face à ce changement de la part du Royaume-Uni, l'Australie n'a simplement pas eu le choix, il a fallu qu'elle s'adapte, et elle s'est adaptée assez rapidement en s'ouvrant à sa propre région, en reconnaissant son emplacement géographique et les conséquences que ça pouvait avoir.
Donc l'Australie a consolidé ses relations commerciales avec le Japon, ce qu'elle avait déjà commencé un petit peu de faire, et a développé ses relations commerciales avec la Chine, à l'occasion notamment des réformes économiques libérales initiées par Deng Xiaoping. Le Premier ministre Gough Whitlam, dont on a parlé déjà pas mal hier à diverses occasions, hein, qui est vraiment un des premiers ministres qui a initié le plus de réformes importantes, qui est un des premiers ministres les plus marquants vraiment de l'histoire australienne, même s'il n'a été au pouvoir que très très brièvement au début des années 70. Donc Whitlam a mené un gouvernement travailliste après 23 ans consécutifs de gouvernement conservateur. Et entre autres, comme vous le voyez à l'écran, il a reconnu et visité la République populaire de Chine. Il a commencé à ouvrir l'Australie à une immigration asiatique conséquente. Il a promu le multiculturalisme, hein, je ne reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé hier, comme sorte de nouvelle identité nationale pour l'Australie, comme identité nationale alternative à l'identité britannique qui semblait alors perdue du fait parce que le Royaume-Uni lui-même s'était détourné de l'Australie. Et il a aussi, c'est Gough Whitlam aussi, qui a décrit l'Asie-Pacifique comme étant, je cite, la région à laquelle nous appartenons inévitablement. Ses successeurs, des deux bords, donc le conservateur Malcolm Fraser, puis les travaillistes Bob Hawke et Paul Keating, donc ça nous amène jusqu'au milieu des années 90, ont poursuivi ces politiques d'ouverture à l'Asie sur le plan commercial, sur le plan diplomatique, sur le plan de l'ouverture à l'immigration et sur le plan de la promotion et de l'encouragement du multiculturalisme. C'est dans cette optique d'ailleurs d'ouverture à l'Asie que Bob Hawke et Paul Keating, dans les années 80-90, ont dérégulé l'économie australienne. Donc, notamment, ont aboli les mesures protectionnistes que l'Australie avait maintenues dans le cadre de sa relation commerciale impériale pendant longtemps, pour faciliter l'accès de produits asiatiques au marché australien, dans l'espoir, évidemment, de pouvoir bénéficier ensuite de mesures similaires en retour. Alors, ça nous amène à la Chine. Donc la Chine était déjà un partenaire commercial majeur de l'Australie depuis la fin du XXe siècle et elle est devenue le partenaire indispensable de l'Australie pendant la crise financière mondiale qui a commencé en 2008. Pendant cette crise, les exportations de l'Australie vers ses autres grands marchés étrangers ont nettement diminué, mais dans le même temps, l'appétit qu'avait la Chine principalement pour les ressources minières de l'Australie, a accru tout aussi nettement les exportations australiennes vers la Chine, donc à partir en 2008-2009. Donc c'est à cette date que la Chine est devenue la principale destination des exportations australiennes. C'est à cette date que la Chine a dépassé le Japon comme principale destination, et elle l'est restée depuis. C'est à partir aussi de 2009, donc dans ce contexte de crise, que l'Australie a bénéficié d'un excédent de sa balance commerciale avec la Chine. Et c'est grâce avant tout à cette relation que l'Australie est l'un des rares pays développés dont l'économie n'est pas entrée en récession pendant cette crise mondiale. Pardon, j'appuie au mauvais endroit. Dans le même temps, les investissements d'entreprises publiques chinoises dans le secteur minier, dans le secteur d'extraction minière en Australie, qui avaient déjà plus que doublé entre 2006 et 2008, ont doublé encore entre 2008 et 2009, ce qui, à l'époque, a été accueilli favorablement par le gouvernement australien, par le gouvernement travailliste de Kevin Rudd, qui était un premier ministre sinophone. C'était, je crois, le premier dirigeant d'un pays occidental à parler couramment le mandarin, sinophile. Avant d'entrer en politique, il avait été diplomate, il avait été en place à l'ambassade australienne. Il n'était pas ambassadeur, mais il travaillait à l'ambassade australienne à Pékin. Et l'Australie donc est devenue pendant un temps la principale destination pendant quelques années, la principale destination des investissements chinois à l'étranger. Quelques années plus tard, au milieu des années 2010, l'Australie était la deuxième, après les États-Unis, la deuxième principale destination des investissements chinois à l'étranger.
Pour vous donner encore quelques chiffres assez parlants, entre 2008 et 2019, il y a un vrai tournant comme on verra en 2019, les entreprises chinoises ont investi plus de 100 milliards d'équivalents de dollars américains en Australie, qui ont été des investissements à visée productive, qui en retour donc ont pu doper les exportations australiennes vers la République populaire de Chine. Vous voyez d'autres chiffres là que j'ai mis à l'écran. La Chine recevait à peu près 4% des exportations de marchandises australiennes en 1980. C'était toujours dans ce même ordre en 1990. Ça a augmenté un tout petit peu. C'était un peu moins de 6% en l'an 2000. C'est passé à 23% en 2010 et ça a atteint 39% en 2019-2020. Ça a baissé un tout petit peu depuis, comme on l'a vu, mais c'est toujours supérieur à 30% aujourd'hui. Durant la seconde moitié des années 2010, plus de 60% du minerai de fer importé par la Chine venait d'Australie et à peu près 50% du charbon importé par la Chine venait d'Australie. Donc au point que même la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays à partir de 2019 donc n'a pas fondamentalement affecté cet aspect-là de leur relation commerciale, tant la Chine est dépendante des minerais australiens. Excusez-moi. Mais même si l'Australie est consciente que ce développement spectaculaire des exportations australiennes vers la Chine a déjà préservé sa croissance économique à la fin des années 2000 et ensuite a nourri sa croissance économique pendant les années 2010. Et même donc si l'Australie a voulu pérenniser ces relations, par exemple en suivant l'exemple de la Nouvelle-Zélande et en signant un traité de libre-échange avec la Chine en 2014. Donc, malgré cela, l'Australie est devenue consciente, bien sûr, qu'il s'ensuit de tout cela une relation de dépendance. Et que cette relation de dépendance lie l'avenir de la croissance économique de l'Australie au bon vouloir de Pékin. Et lie donc l'avenir de la croissance économique de l'Australie aux efforts que peut faire Canberra pour ne pas trop froisser cette grande puissance qui est quand même assez souvent susceptible, dirons-nous. Les gouvernements donc de centre-gauche de Kevin Rudd et de Julia Gillard, donc là on est à la fin des années 2000, début des années 2010, ont accordé donc la priorité au formidable potentiel économique de la relation australo-chinoise, tout en reconnaissant dans le même temps l'importance capitale de l'alliance militaire de l'Australie avec les États-Unis pour la défense et la sécurité de l'Australie. Donc, c'est le gouvernement de centre-gauche de Julia Gillard qui, en 2011, a signé un accord avec l'administration Obama pour le déploiement permanent de quelques 2500 membres polyvalents des Marines américains, avec tous leurs véhicules, tous leurs équipements, etc., à Darwin. Darwin, qui, comme vous le voyez donc sur cette carte, est la ville la plus au nord de l'Australie et donc la plus proche de l'Asie. Cet accord en 2011 a été perçu en Australie comme étant quelque chose vraiment de rassurant. Parce que ça permettait à l'Australie ça montrait l'utilité que l'Australie pouvait avoir pour la politique étrangère des États-Unis, pour la politique de défense des États-Unis, et donc par ce biais, ça permettait de consolider l'engagement des États-Unis envers la défense de l'Australie. Alors, la politique de maintien en équilibre, si vous voulez, que Canberra a tenté de pratiquer pendant un certain nombre d'années entre les deux géants économiques et militaires dont elle dépend, a pu sembler inconstante ou changeante, ad hoc. Je vais vous en donner principalement un exemple. On pourra revenir sur d'autres depuis que j'ai indiqué un peu là. Je ne sais pas si c'est très lisible. Oui, là ça doit être. Oui, là c'est lisible. Donc j'évoquerai là simplement le Quad, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité. C'est quelque chose qui a été initié en 2007 par le Japon, le gouvernement à l'époque de Shinzo Abe,
Et c'est un accord qui permet au Japon, aux États-Unis, à l'Australie et à l'Inde de se concerter en matière de politique de défense et d'organiser régulièrement des exercices conjoints de leurs forces navales respectives. Alors, pour être tout à fait clair, ce n'est pas une alliance, hein, ça n'implique pas d'obligation de se venir en aide les uns aux autres, d'autant que l'Inde conserve formellement sa politique étrangère de non-alignement. Mais ce Quad a été perçu, bien sûr, dès sa fondation, dès ses origines, comme étant une réponse coordonnée face à l'influence régionale de la Chine, une réponse coordonnée de la part de ces 4 États qui ont tous des raisons pour s'en inquiéter. Or, donc pour en venir à pourquoi je décrivais la politique étrangère australienne de cette époque de parfois un peu inconstante ou de changeante, au moment où le Quad a été lancé, donc en 2007, on était à la toute fin de la période du gouvernement conservateur en Australie de John Howard. John Howard a engagé l'Australie dans le Quad. Il a ensuite perdu les élections. Kevin Rudd, donc le travailliste Kevin Rudd est arrivé au pouvoir. Et quasiment dès qu'il est arrivé au pouvoir, en 2008, donc juste l'année d'après, Kevin Rudd a sorti l'Australie du Quad parce que lui estimait que la participation australienne au Quad était nocive pour les bonnes relations entre l'Australie et la Chine. Donc, les conservateurs sont revenus au pouvoir en 2013 et depuis 2017, le Quad fonctionne à nouveau avec la participation de l'Australie. Alors, pour en venir à du très très contemporain, le gouvernement australien conservateur de Scott Morrison, qui était le Premier ministre de l'Australie de 2018 à 2022, a adopté à partir de 2019 une politique de fermeté vis-à-vis de la Chine. Donc ça a signifié par exemple qu'il a critiqué la répression orchestrée par Pékin dans le Xinjiang ou à Hong Kong. Il a aussi demandé publiquement en 2020 la création d'une mission indépendante d'investigation des causes de la pandémie de Covid-19. La Chine de Xi Jinping y a répondu en infligeant des sanctions économiques à l'Australie. Et ces sanctions infligées par la Chine étaient destinées explicitement à réduire ses critiques au silence. Donc ces sanctions, ça a été notamment l'imposition de droits de douane de plus en plus élevés sur les produits importés d'Australie, et ça continue. Il y a encore eu très très récemment un accroissement des droits de douane par la Chine sur certains produits australiens. Mais ça a été aussi, par exemple, des avertissements, entre guillemets, qui ont été adressés par le gouvernement chinois aux touristes chinois qui comptaient se rendre en Australie ou aux étudiants chinois qui projetaient d'aller faire leurs études en Australie. Et ça inclut aussi des messages d'une agressivité vraiment sans détour, d'une agressivité vraiment explicite dans la presse chinoise publiée en anglais, donc à l'attention d'un public international. Donc, à la fin des années 2010, l'Australie s'est retrouvée dans une situation un petit peu difficile où d'un côté, il y avait les États-Unis de Donald Trump, et sous la présidence Trump, évidemment, les États-Unis paraissaient être un partenaire relativement peu fiable aux yeux des Australiens. Et de l'autre côté, il y avait ces menaces et ces sanctions infligées par Pékin qui ont fortement détérioré en Australie l'image que les Australiens pouvaient avoir de la Chine et de la place de la Chine pour l'avenir de la prospérité australienne. Donc, c'est en réponse à ce manque simultané de fiabilité de ces deux principaux partenaires, hein, donc l'un commercial, la Chine, l'autre les États-Unis, à la fois stratégique et commercial, que l'Australie, en 2020, a annoncé une restructuration de sa politique de défense. Donc le gouvernement Morrison, vous en voyez les grands axes là, le gouvernement Morrison a révélé les deux grands nouveaux axes de cette politique de défense. Donc premièrement, un accroissement des dépenses pour accroître l'autonomie des capacités militaires de l'Australie, et pour commencer donc à rendre l'Australie un tout petit peu moins dépendante de son allié américain. Et deuxièmement, une focalisation de l'Australie sur les enjeux de sa propre région, de sa propre partie du monde, que l'Australie a défini comme étant l'Asie du Sud-Est, le Sud-Ouest du Pacifique,
et l'est de l'océan Indien, comme on a très bien vu avec les cartes il y a quelques minutes. Alors là aussi, pour être très très clair, il ne s'agissait pas du tout, mais alors pas du tout, d'une répudiation de l'alliance avec les États-Unis. Celle-ci continue à être considérée comme absolument cruciale pour la sécurité de l'Australie. Elle est toujours considérée donc comme indépassable, au moins pour ce qui est d'un avenir envisageable. Mais ce document que le gouvernement Morrison a publié pour préciser l'évolution de la politique de défense australienne, ce document précise que toute participation australienne à des opérations militaires américaines à l'avenir en dehors de la région Indo-Pacifique ne se fera, une participation australienne à ces aventures militaires américaines, ne se fera que si cela permet de défendre des intérêts nationaux clairement identifiés de l'Australie, premièrement, et deuxièmement, que si ça ne compromet pas la capacité de l'Australie à gérer les défis, les crises qui peuvent survenir dans sa propre région. Donc ça, c'est bien une rupture. C'est une rupture délibérée avec la politique qui avait été menée par de précédents gouvernements australiens, notamment, mais pas que, par John Howard. John Howard qui, en 2003, avait, comme on l'a vu, engagé l'Australie dans la guerre d'Irak. Et Howard avait fait ça parce que lui considérait qu'il était dans l'intérêt de l'Australie de soutenir toute aventure militaire des États-Unis pour consolider l'alliance dont dépend la sécurité du pays. Alors, j'en viens, et ça sera donc mon dernier point, à la France dans tout ça. Alors, la notion d'un espace Indo-Pacifique marqué d'enjeux géopolitiques internationaux est quelque chose qui a d'abord été évoqué à la fin des années 2000 par le gouvernement japonais de Shinzo Abe. Et puis ensuite, surtout en ce qui nous concerne aujourd'hui, cette notion d'espace géopolitique Indo-Pacifique a été analysée par le gouvernement australien de Julia Gillard dans une publication en 2013 qui présentait les enjeux de la politique de défense australienne. Donc ce document de 2013 identifiait, ça c'est pas une surprise, la stabilité de la région comme étant essentielle d'une part à la sécurité de l'Australie, mais aussi à la poursuite du commerce australien vers ses principaux partenaires économiques. Et donc dans ce document, le gouvernement Gillard prônait à la fois un renforcement de la présence américaine dans la région Indo-Pacifique, mais aussi un renforcement des coopérations stratégiques multilatérales avec des États tels que le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et les États de l'ANAS, ou de l'ASEAN si vous préférez. Ce document en 2013 suggérait même, et ça montre comment les choses ont changé depuis 10 ans, suggérait même d'inclure si possible la Chine pour tenter d'intégrer la Chine à des mécanismes régionaux de résolution de conflits et de promouvoir ainsi la stabilité dont l'Australie a besoin. Alors pour ce qui est de la France, le gouvernement français en 2019 a publié, y compris avec une version en anglais, un document présentant l'approche française à la région. Donc dans ce document, la France s'affirme comme étant, je cite, une puissance résidente de l'Indo-Pacifique, du fait de ses territoires d'outre-mer dans les 2 océans concernés, et du fait de la présence des forces armées françaises dans ces territoires. Dans ce document, la France met l'accent sur la coopération multilatérale avec ses partenaires dans la région, qui sont identifiés comme étant principalement l'Inde, l'Australie, les États-Unis et le Japon, pour coopérer, pour préserver l'ordre multilatéral existant face à... Alors, la Chine n'est pas nommée explicitement, mais il s'agit très très clairement d'elle, face à des pays qui font le choix de relations de pouvoir et qui se font facteurs d'instabilité. Donc la décision assez brutale, comme je le disais, du gouvernement Morrison de rompre ce qui avait été qualifié de contrat du siècle avec la France en 2021, au profit d'un accès à des technologies militaires navales américaines et britanniques, a donc rompu également les avancées de la visée française, ou en tout cas a entravé les avancées de la visée française vers un axe quadrilatéral indo-pacifique, où les puissances locales, c'était l'idée, c'était une partie de l'idée que se faisait Emmanuel Macron de la place de la France dans la région,
où les puissances locales défendraient leurs intérêts stratégiques communs sans se reposer trop lourdement sur la bonne volonté des États-Unis. La victoire des travaillistes aux élections fédérales en mai de l'année dernière, en mai 2022, n'a pas apporté de changement significatif à la politique étrangère de l'Australie. Le jour même de son entrée en fonction, le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese a ainsi réaffirmé la continuité du positionnement de son pays. Donc l'importance accordée à l'Alliance américaine et aux autres partenariats stratégiques et le refus de l'Australie de plier face aux actes d'intimidation venus de Chine. Le Premier ministre Albanese et le président Macron, comme on l'a entendu il y a quelques minutes, se sont rencontrés à Paris en juillet 2022, donc juste quelques semaines après l'élection du nouveau gouvernement australien. Le président français, décrivant la stratégie indo-pacifique et les défis auxquels la région est confrontée comme étant au cœur de la relation bilatérale australo-française, le président Macron a ouvert la porte à un rapprochement tangible entre les deux pays. De son côté, et notamment lors de la déclaration commune et de la conférence de presse qui s'en est suivie, le Premier ministre australien a reconnu à cette occasion que, je cite, « l'engagement actif de la France dans l'Indo-Pacifique sera essentiel pour surmonter les défis auxquels notre région est confrontée ». Fin de citation. Ça n'a pas toujours été la position de l'Australie, mais ça l'est maintenant. Dans le même temps, depuis l'entrée en fonction du Premier ministre Albanese, les ministres des Affaires étrangères australiens et chinois se sont rencontrés à quelques jours près, aussi en juillet 2022, en Indonésie. Cet entretien entre les ministres des Affaires étrangères australiens et chinois n'a abouti à rien de concret. C'est-à-dire que la Chine n'a pas levé ses sanctions, ses mesures commerciales punitives contre l'Australie, et Canberra, de son côté, a réitéré sa détermination à ne rien concéder pour obtenir la levée de ces sanctions. Le nouveau gouvernement australien a aussi souligné à plusieurs reprises, et ça ce n'est pas du tout une surprise, l'importance capitale que revêtent les États-Unis pour la sécurité de l'Australie. Alors, je conclurai déjà en évoquant à nouveau le fait que les médias chinois, comme je disais, donc les médias chinois qui sont bien sûr soumis aux instructions de leur gouvernement, et donc là en ce qui nous concerne, les médias chinois qui publient en langue anglaise, donc à l'intention de lecteurs occidentaux, ont affirmé très explicitement et à plusieurs reprises qu'en cas d'aggravation des tensions sino-américaines, l'Australie serait la cible idéale de mesures de rétorsion par la Chine contre un Occident américano-centré. L'Australie est en effet à la fois un allié indéfectible des États-Unis, une pièce non négligeable de la politique stratégique et de la politique stratégique américaine en Indo-Pacifique, en Asie-Pacifique, et un pays dont, comme on l'a vu, la santé économique dépend de son accès au marché chinois. Donc, après plusieurs années d'approche que j'ai qualifiée d'hésitante ou d'ad hoc à l'équilibre de ses relations avec Pékin et Washington, l'Australie, sous Scott Morrison, a choisi une politique de fermeté à l'encontre de la Chine et n'a pas cédé face aux punitions et aux menaces qui ont été dès lors infligées par Pékin. La défaite du gouvernement Morrison l'an dernier, aux élections de l'an dernier, et l'arrivée au pouvoir des travaillistes ne changent a priori rien, ou en tout cas rien de vraiment substantiel, à la politique étrangère australienne vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des États-Unis, même si elle permet dans le même temps d'assainir les relations australiennes avec la France. Les pressions de la Chine contre l'Australie ont, à mon avis, clairement été contre-productives. Ces pressions chinoises ont poussé l'Australie à raffermir sa relation militaire avec les États-Unis, à rehausser ses relations stratégiques avec le Japon et peut-être demain avec la France, et dans une moindre mesure à poursuivre un rapprochement avec l'Inde dans un cadre multilatéral. Il existe désormais une reconnaissance, bon avec des nuances, mais quand même dans l'ensemble une reconnaissance d'une convergence d'intérêts stratégiques entre notamment l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande avec quelques nuances, le Japon et la France face à la poussée de l'influence et des revendications de la Chine en Asie orientale et dans le Pacifique. Donc il restera à voir quelle forme pourront prendre les différents axes
de ces différentes coopérations stratégiques multilatérales de l'Australie et de ses partenaires dans la région. Alors voilà, je vous laisse avec ça. C'est une carte que j'ai bricolée un petit peu pour montrer les différentes facettes des relations de l'Australie avec ses différents partenaires aujourd'hui. Donc j'en termine là. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez, je pourrais peut-être afficher la carte à nouveau tout à l'heure. Ça pourrait être le point de départ de certaines questions ou de certaines discussions. Voilà, je vous remercie.